Étendue sur la paille, je ne parvenais pas à dormir. Je pensais aux événements de la journée. Ce qui m'avait le plus étonné, c'était les manières affables de ces gens. J'aurais voulu me joindre à eux, mais j'avais peur. Je me souvenais trop bien du traitement que les villageois barbares m'avaient fait subir la nuit précédente, et je décidai que quelle que fût la conduite que j'aurais à tenir par la suite, de rester tranquillement dans mon abri, à observer les fermiers et à essayer de découvrir mes motifs qui influençaient leurs actions. Les fermiers se levèrent le matin suivant avec le soleil. La jeune femme mit de l'ordre dans le chalet et prépara la nourriture. Le jeune homme partit après son premier repas. La routine de cette journée fut identique à celle de la veille. Le jeune homme était constamment occupé à l'extérieur et la fille se livrait à ses diverses et laborieuses occupations. Le vieillard, lui, je me rendis compte bientôt, était aveugle. Il passait tout son temps à jouer de son instrument ou à méditer. Rien ne pouvait égaler l'amour et le respect que les jeunes fermiers portèrent à leur vénérable compagnon. Ils lui rendaient, avec douceur et affection, toute une série de petits services, et en récompense, il leur adressait de gentils sourires. Mais il n'était pas tout à fait heureux. Le jeune homme et sa compagne se tenaient souvent à l'écart et donnaient l'impression de pleurer. Je ne voyais pas la cause de leur infortune, mais j'en étais profondément touchée. Si des êtres aussi attentifs étaient malheureux, il n'était pas tellement étrange que moi, une créature imparfaite et solitaire, je fusse misérable. Mais pourquoi était-il éprouvé? Il possédait une charmante maison, du moins m'apparaissait-elle ainsi, et un certain confort. Ils avaient du feu pour se chauffer quand ils avaient froid et des viandes délicieuses quand ils avaient faim. Ils portaient de bons vêtements, bien plus. Ils s'aimaient les uns les autres, ils se parlaient et échangeaient chaque jour des regards d'affection et de tendresse. Que signifiaient leurs larmes? Exprimaient-elles réellement de la peine? Je fus d'abord incapable de répondre à ces questions, mais une attention soutenue et le temps finirent par expliquer de nombreux faits qui, au premier abord, m'avaient paru des énigmes. Une très longue période s'écoula avant que je ne découvrisse une des causes du malheur de cette aimable famille. C'était la pauvreté dont elle souffrait à un degré extrême. Leur nourriture se composait uniquement des légumes du jardin et du lait d'une vache qui avait fort maigri durant l'hiver et que ses maîtres avaient grand-peine à nourrir. Ils devaient souvent, je crois, être terriblement tiraillés par la faim, plus particulièrement les deux jeunes fermiers qui, la plupart du temps, présentaient de la nourriture aux vieillards et ne gardaient rien pour eux. Ce trait de bonté m'émut beaucoup. J'avais pris l'habitude durant la nuit de voler une partie de leurs aliments pour ma propre consommation, mais je me rendis compte qu'en agissant de la sorte, je mécontentais les fermiers. Je m'en abstins et me contentais des baies, de noix et de racines que je ramassais dans un bois tout proche. Je découvris aussi un autre moyen susceptible de les assister dans leur labeur. J'avais constaté que le jeune homme passait chaque jour beaucoup de temps à réunir du bois pour le foyer familial. Aussi, durant la nuit, je m'emparais de ces outils dont très vite j'avais découvert l'usage et ramenais à la maison assez de provisions pour plusieurs jours. Je me souviens que la première fois que je fis cela, la jeune femme, alors qu'elle venait d'ouvrir la porte le matin, parut extrêmement étonnée en voyant la grande pile de pois sur le seuil. Elle prononça à voix haute quelques paroles et le jeune homme la rejoignit. Et lui aussi exprima surprise. Je remarquai avec plaisir que ce jour-là, il ne se rendit pas dans la forêt, mais qu'il passa son temps à réparer son chalet et à cultiver le jardin. Insensiblement, j'en vins à faire une découverte d'une importance plus grande encore. Je m'aperçus que ces gens-là possédaient un moyen de communiquer leur expérience et leurs sentiments par des sons articulés. Je découvris que les mots dont ils se servaient produisaient tantôt le plaisir ou la peine, tantôt le sourire ou la tristesse, dans les gestes ou sur la physionomie de ceux qui les entendaient. C'était là sans nul doute une science divine, et je désirais ardemment l'acquérir. Mais toutes mes tentatives en ce sens échouèrent. Leur prononciation était rapide,
et les mots qu'ils employaient ne semblaient pas avoir de rapport immédiat avec les objets visibles. Et j'étais incapable de découvrir le moindre indice qui aurait pu me permettre de comprendre leurs références. Cependant, avec une grande application, après être resté dans ma hutte le temps de plusieurs évolutions lunaires, je découvris les noms qu'ils donnaient dans leur dialogue à la plupart de leurs objets familiers. J'appris à employer le mot feu, lait, pain et bois. J'appris aussi les noms des fermiers eux-mêmes. Le jeune homme et sa compagne en avaient chacun plusieurs, mais le vieillard, un seulement qui était père. La fille était appelée sœur ou Agatha, et le jeune homme Félix, père ou fils. Je ne pourrais pas décrire ma joie quand je compris quelles idées étaient appropriées à chacun de ces sons et quand je fus à même de les prononcer moi aussi. Je distinguais d'autres mots encore, mais sans pouvoir les comprendre ni les appliquer, tels que bon, très cher, malheureux. Ainsi se passa l'hiver. Les manières affables et la sympathie des fermiers me les rendirent très chers. Quand ils étaient malheureux, je me sentais déprimée. Quand ils se réjouissaient, je partageais leur allégresse. En dehors d'eux, je voyais peu de gens et jamais personne d'autre n'entrait dans la ferme. Mais les autres avaient des allures frustres et grossières, et par comparaison, ma sympathie pour mes amis ne faisait qu'augmenter. Le vieillard, je pouvais le constater, cherchait souvent à encourager ses enfants ainsi qu'il les appelait quelquefois, et à dissiper leur mélancolie. Il parlait alors avec un accent de gaieté, avec une expression de bonté qui me procurait du plaisir. Agatha l'écoutait avec respect, les yeux parfois remplis de larmes qu'elle essayait de faire disparaître sans qu'il s'en aperçût. Mais je remarquai que son visage et sa voix étaient généralement beaucoup plus radieux après qu'elle avait écouté les exhortations de son père. Ce n'était pas pareil avec Félix. Il était toujours le plus triste du groupe et malgré mon manque d'expérience, il me donnait l'impression d'avoir davantage souffert que ses compagnons. Pourtant, s'il avait une physionomie plus affligée, sa voix était caressante, plus douce encore que celle de sa sœur, surtout quand il s'adressait au vieillard. Je pourrais mentionner d'innombrables exemples qui illustreraient clairement les bonnes dispositions de ces aimables fermiers. Au milieu de la pauvreté et de la gêne, Félix offrait spontanément à sa sœur la première petite fleur blanche qui avait percé sous le tapis de neige. Très tôt le matin, avant qu'elle ne fût levée, il balayait la neige qui obstruait le chemin de l'étable, tirait de l'eau du puits, et ramenait chez lui une provision de bois qu'une main inconnue, à son grand étonnement, continuait à lui fournir. Pendant la journée, il travaillait, je crois, dans une ferme du voisinage car il partait souvent tôt le matin et ne rentrait que le soir, sans rapporter de bois. À d'autres moments, il travaillait au jardin, mais comme il y avait peu de besogne en cette froide saison, il faisait la lecture au vieillard et à Agatha. Ces lectures, au début, m'avaient extrêmement intriguée, mais peu à peu, je me rendis compte que les sons qu'il émettait lorsqu'il parlait étaient les mêmes que ceux qu'il émettait lorsqu'il lisait. Je supposais donc qu'il trouvait sur le papier des signes qui lui permettaient de parler et qu'il comprenait, et je voulus moi aussi les connaître. Mais était-ce possible puisque je ne pouvais pas saisir les sons correspondant à ces signes ? Néanmoins, je fis de notables progrès en ce domaine, mais il n'était pas suffisant pour me permettre de suivre une conversation quelconque, quelle que fût l'application avec laquelle je m'attelais à cette tâche. J'avais une grande envie de révéler ma présence aux fermiers, mais je m'apercevais bien que je ne devais rien tenter avant d'avoir réussi à maîtriser leur langage. Et peut-être, en étant capable de parler, pouvais-je aussi faire oublier la difformité de ma figure, car sur ce point-là aussi, j'avais appris à mesurer les différences existant entre nous. J'avais admiré la perfection des corps des fermiers, leur grâce, leur beauté, la délicatesse de leur allure. Comme j'étais terrifiée lorsque je voyais mon reflet dans l'eau. La première fois, je m'étais jetée en arrière, ne pouvant pas croire que c'était moi que le miroir réfléchissait. Mais lorsque je fus pleinement convaincue que j'étais un authentique monstre, je ressentis une profonde, une humiliante amertume. Hélas, je ne connaissais pas tout à fait encore les conséquences fatales de ma misérable difformité. À mesure que le soleil devenait plus chaud et que les journées s'allongeaient, la neige disparaissait et je voyais les arbres dépouillés et la terre noire.
À partir de ce moment-là, Félix travaillait là davantage et les traces pénibles de la famine s'évanouirent. Leur nourriture, ainsi que je m'en aperçus par la suite, était frugale, mais saine. Il suffisait à leurs besoins. Plusieurs nouvelles sortes de plantes poussèrent dans le jardin qu'ils cultivaient, et tous les jours, à mesure que la saison avançait, les signes de confort se multipliaient. Quand il ne pleuvait pas, le vieillard, soutenu par son fils, effectuait sa promenade quotidienne. J'appris ainsi le terme qu'on employait quand l'eau tombait du ciel. Ce phénomène-là était fréquent, mais très vite un grand vent séchait la terre et la saison devenait de plus en plus agréable. Ma manière de vivre dans mon abri ne variait pas. Durant la matinée, j'observais les allées et venues des fermiers, et lorsqu'ils étaient pris par leurs diverses occupations, je me dormais. Le reste de la journée, je les guettais encore. À l'heure où ils allaient se coucher, s'il y avait la lune et que la nuit était claire, je gagnais les bois pour pourvoir à ma nourriture et ramener au chalet du combustible. À mon retour, aussi souvent que c'était nécessaire, j'enlevais la neige du sentier et accomplissais certaines besognes que j'avais vu faire par Félix. Et je remarquai que ces travaux, exécutés par une main invisible, les étonnaient toujours aussi grandement. Une ou deux fois, à ce propos, je les entendis employer des mots comme bon génie ou merveilleux. Mais j'ignorais alors la signification de ces termes. Mes pensées, à présent, devenaient plus agiles, et j'avais hâte de découvrir les raisons d'être et les sentiments de ces charmantes créatures. J'étais curieux de savoir pourquoi Félix avait l'air si malheureux et Agatha si triste. Je pensais, pauvre fou, il était en mon pouvoir de leur restituer le bonheur. Quand je dormais ou quand j'étais absent, l'image du vénérable père aveugle, de la douce Agathe et du beau Félix me hantait l'esprit. Je les tenais pour des êtres supérieurs qui seraient les arbitres de mon futur destin. J'imaginais mille manières de me présenter à eux et de me faire accueillir. Je pressentais leur panique, mais je me disais que par mon comportement affable et mes paroles conciliantes, je pourrais gagner leur faveur d'abord et ensuite leur amitié. Toutes ces réflexions m'exaltaient et me poussaient à m'appliquer avec une ardeur nouvelle à l'étude de leur langue. Mes organes étaient rudes, peut-être, mais souples, et même si ma voix ne possédait pas la douce intonation de la leur, je prononçais déjà certains mots que j'avais compris avec une réelle facilité. C'était un peu comme dans l'histoire de l'âne et du petit chien. L'âne, dont les intentions étaient affectueuses, nonobstant ses façons bourrues, méritait à coup sûr un meilleur traitement que celui d'être battu et répudié. Les averses rafraîchissantes et l'agréable température printanière changèrent l'aspect de la nature. Les hommes qui, avant ce changement, semblaient s'être cachés dans les cavernes, se dispersèrent et s'adonnèrent à diverses sortes de cultures. Les oiseaux émirent des notes plus caressantes, et les feuilles se mirent à bourgeonner sur les arbres. Heureuse, heureuse nature, demeure des dieux qui, il y a peu encore, étaient glaciales, humides et malsaines. Mes esprits s'élevaient devant le visage enchanteur de la nature. Le passé s'effaçait de ma mémoire, le présent était tranquille, et l'avenir s'annonçait riche d'espoir et de joie.